Tony et la tour du silence. Tony, vétéran en quête de paix, croyait qu'une vieille carte jaunie détenait la clé d'une vérité oubliée. Accompagné de son fidèle compagnon à quatre pattes, Ted, il suivait les symboles énigmatiques tracés à l'encre pâlie jusqu'à une ancienne entrée de mine, scellée depuis longtemps par la terre et la roche. Mais à mesure qu'il s'en approchait, le chien s'arrêta net. Ted, d'ordinaire si calme, se mit à gémir, à gratter frénétiquement le sol, ses oreilles plaquées en arrière. Une odeur abominable, mélange d'agents chimiques et de décomposition, s'échappait des fissures du vieux portail de pierre. C'est alors que Tony comprit, la carte ne l'avait pas conduit vers une simple mine abandonnée, mais vers un tombeau. Et ceux qui l'avaient bâti savaient, d'une manière ou d'une autre, qu'il était sur le point de découvrir leur secret. Le silence des montagnes de Virginie occidentale avait une densité presque palpable. C'était un silence vivant, tissé du souffle du vent à travers les vieux chênes et du cri lointain d'un corbeau. Pour Tony, ce silence était une médecine, le baume qu'il appliquait chaque jour sur le bourdonnement fantôme de ses oreilles, vestige sonore d'une vie qu'il s'efforçait de laisser derrière lui. Ces matins commençaient non pas au son d'un réveil, mais à celui d'un museau humide pressé contre sa main. Il ouvrit les yeux, Ted, son berger allemand, l'observait patiemment depuis le bord du lit, la queue battant une fois contre le plancher usé. Tony approchait de la quarantaine. Grand, sec, le corps encore marqué par des années d'efforts et de discipline, il portait dans le regard la fatigue des combats intérieurs. Ses cheveux bruns, striés de gris prématuré, racontaient l'histoire d'un homme plus âgé que son âge réel. Une barbe de quelques jours lui ombrageait le visage, ajoutant à ses traits rudes une gravité calme, atténuée seulement lorsqu'il posait les yeux sur Ted. Il sortit du lit, frissonna sous la morsure de l'air montagnard et enfila son uniforme habituel, un t-shirt gris, un vieux jean délavé et une chemise de flanelle à carreaux bleu marine, gris et beige clair, qu'il laissa ouverte. Ted suivait ses gestes du regard, attentif, silencieux. Le chien, magnifique créature d'environ 5 ans, portait une épaisse fourrure argentée au reflet de l'eau. Le long de son dos couraient des marques sombres comme des ombres mouvantes, contrastant avec la tache blanche éclatante sur sa poitrine. Il n'était pas un simple animal de compagnie. Il était un partenaire. Le gardien silencieux des nuits sans sommeil. Le témoin discret des tempêtes qui agitaient l'esprit de Tony. Son seul repère inébranlable dans un monde qu'il ne reconnaissait plus. « D'accord, mon grand, je me lève », marmonna Tony d'une voix rauque. Il posa une main sur la tête massive de Ted, un geste simple mais chargé de gratitude. C'était leur rituel quotidien, un échange muet de loyauté et de tendresse. Après un petit déjeuner frugal, du café noir et un bol de gruau, ils partirent. Comme chaque jour, ils arpentaient les sentiers sauvages qui entouraient leur cabane isolée. Dans la lumière tamisée filtrant à travers les feuillages, Tony retrouvait peu à peu la paix. Les fantômes de son passé militaire semblaient se dissoudre dans l'air humide des sous-bois. Le claquement sec d'une branche ne le faisait plus sursauter. L'odeur de terre mouillée et de feuilles en décomposition avait remplacé le parfum métallique du sable et de la poudre, ce mélange obsédant qui hantait encore ses cauchemars depuis son retour à la vie civile. Ted marchait en avant, ses pattes glissant sans bruit sur la mousse. Il n'était pas un chien nerveux. Comme son maître, il observait, analysait, avançait avec calme et précision. Son museau frémissait sans cesse, lisant les histoires invisibles que le vent lui apportait. Ils marchèrent près d'une heure, gravissant une crête douce d'où l'on voyait se déployer, à perte de vue, les ondulations bleutées des Appalaches. La piste qu'ils suivaient serpentait à la lisière d'un vieux mur de pierre écroulé, vestige d'une ferme disparue depuis un siècle. C'est là que le calme se rompit. Un homme surgit de derrière un grand chêne, vif malgré son âge. Sa silhouette mince et nerveuse évoquait la sécheresse du bois mort. Sous une casquette tachée, son visage buriné formait une carte de rides profondes. Il tenait un vieux fusil de chasse, entretenu mais prêt à servir, appuyé nonchalamment sur son bras. Ses yeux, petits et durs, restaient fixés sur Tony. « Vous êtes sur mes terres » lança-t-il d'une voix rocailleuse. Ce n'était pas une question. Tony s'immobilisa aussitôt, levant la main dans un geste apaisant. À ses côtés, Ted avait stoppé net, un grondement sourd vibrant dans sa gorge. « Doucement, Ted » dit Tony calmement. Puis, se tournant vers l'homme. « Désolé, on suivait juste le sentier. Je n'ai vu aucun panneau. » « Pas besoin de panneau, » grogna l'inconnu. « Chacun devrait savoir où commence et finit sa place. Ici, c'est chez moi. Walter, c'est mon nom. Et j'aime pas les visiteurs. » « Entendu, Walter » répondit Tony d'un ton neutre.
On repart tout de suite. On ne voulait causer aucun souci. Le vieil homme ne bougea pas. Son regard passait de Tony à Ted, méfiant, presque haineux. Faites donc. Et souvenez-vous d'une chose, il y a des choses, dans ces bois, qu'il vaut mieux laisser tranquilles. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, Walter s'éclipsa entre les arbres, avalé par la forêt. Tony resta immobile un instant, troublé. Ce n'était pas seulement l'hostilité de l'homme qui le dérangeait mais le ton de mise en garde, à demi voilé, dans sa voix. Il tapota doucement le flanc de Ted. « Allons, vieux. On va prendre un autre chemin. » Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt d'État, loin de la propriété du vieillard. Peu à peu, l'étrangeté de la rencontre s'effaça, remplacée par la quiétude du vent et du pas régulier sur le sol meuble. Mais 15 minutes plus tard, Ted s'arrêta de nouveau. Ses oreilles se dressèrent, son regard fixé droit devant. Il émit un gémissement bas, presque humain. « Qu'est-ce que tu vois, Ted » demanda Tony, soudain sur le qui-vive. Il s'avança, suivant la ligne de vision du chien. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Devant eux, émergeant au sommet d'une colline, une structure métallique se dressait au-dessus de la canopée, une tour de guet. Haute, étroite, rongée par la rouille, elle semblait poignarder le ciel comme une lance d'acier. Sa silhouette déformée contrastait violemment avec la douceur organique de la forêt. Tout en haut, une petite cabine close oscillait doucement dans le vent. Un frisson parcourut Tony. Chaque réflexe, chaque fragment d'entraînement militaire qu'il avait tenté d'oublier, remonta à la surface. Il n'était plus un promeneur, il redevenait soldat. Son esprit se mit à analyser la structure, son emplacement, son usage. Rien ne collait. Ce n'était pas une tour de surveillance incendie, elle se trouvait dans une vallée, sans visibilité stratégique. Ce n'était pas non plus une antenne de télécommunication trop ancienne, trop rudimentaire. Et pourtant, elle n'apparaissait sur aucune carte topographique. Cette tour n'aurait pas dû exister. C'était une anomalie. Et dans l'expérience de Tony, les anomalies, surtout dans les lieux isolés, étaient rarement anodines. Le silence des montagnes changea de nature. Ce n'était plus le calme apaisant du matin, mais une immobilité tendue, prédatrice. L'avertissement de Walter résonna dans son esprit. Quelque chose, ici, n'allait pas. La nuit suivante fut longue. À chaque fois qu'il fermait les yeux, Tony revoyait la tour, dressée dans l'obscurité comme un doigt d'acier accusateur pointé vers le ciel. Son esprit ne trouvait aucun repos. La paix qu'il avait si péniblement bâtie semblait menacée, fragilisée par la présence muette de cette structure impossible. Quand l'aube grise filtra enfin à travers la fenêtre de la cabane, sa décision était prise. Il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait vu. L'homme qu'il avait été, celui qui savait qu'un simple détail négligé pouvait coûter des vies, ne pouvait pas tourner le dos à un mystère aussi criant. Il fixa longuement Ted, assis près de la porte, comme s'il attendait déjà le verdict. Le chien leva les yeux, silencieux, fidèle. « On y retourne » dit Tony doucement. « Juste pour comprendre. » Et dans ce simple murmure, porté par le souffle du matin, se jouait déjà le destin de deux âmes liées par la loyauté, la peur, et le pressentiment d'un secret enfoui depuis bien trop longtemps. La tour du silence. Tony ne pouvait tout simplement pas tourner les talons. Son chien, Ted, l'avait compris avant même qu'il ne parle. Ce matin-là, il n'y eut ni réveil tranquille, ni café fumant près du poêle. Le berger allemand, déjà assis, fixait son maître avec une vigilance tendue. Son corps tout entier vibrait d'une énergie inquiète, comme s'il pressentait que cette journée ne serait pas comme les autres. Ils reprirent le chemin de la tour. Leurs pas étaient plus rapides, plus déterminés, débarrassés de la quiétude contemplative des jours précédents. Et plus ils s'approchaient, plus la structure prenait des allures de géant d'acier endormi. De près, la tour semblait presque vivante, un colosse rouillé dressé contre le ciel. Les boulons massifs, les échelons corrodés qui grimpaient vers les nuages, les plaques de peinture décolorées qui s'accrochaient encore au métal comme des lambeaux d'un passé révolu, tout cela formait un monument à la fois fascinant et inquiétant. Un monument à des secrets que le vent lui-même semblait craindre de murmurer. Le silence, ici, n'était pas une absence de son. C'était une présence lourde, oppressante, presque consciente. Tony commença une fouille méthodique du terrain. Ses yeux balayaient le sol selon un schéma précis, celui d'un homme habitué à chercher des indices, à lire dans la terre les traces que d'autres oublient. Mais ce fut Ted qui fit la découverte. Le chien reniflait avec insistance au pied d'un des énormes piliers de béton,
à moitié enfoui sous les fougères et les feuilles mortes accumulées par les années. Il se mit à gratter la terre humide avec une concentration presque fiévreuse. Ce n'était pas le geste joyeux d'un chien chassant un rongeur, c'était un acte obstiné, presque douloureux. Un gémissement bas monta dans sa gorge. « Qu'est-ce que tu as trouvé, mon grand » demanda Tony en s'agenouillant. Sous ses doigts, le sol céda. Quelque chose de petit, de froid et de métallique émergea lentement de la terre. Il le dégagea délicatement des racines qui l'enserraient. C'était un médaillon, en argent terni par les années. Un fin motif de liane courait sur ses bords, à peine visible sous la crasse. Tony força doucement le fermoir avec son ongle. L'intérieur était vide, la doublure de velours s'était désintégrée depuis longtemps. Pourtant, sur le couvercle intérieur, 2 lettres finement gravées brillaient encore sous la lumière grise du matin, LS. Son souffle se coupa. Tout à coup, la tour ne lui apparut plus comme une simple anomalie oubliée du passé. Ce lieu avait désormais un lien avec quelqu'un, une vie, une histoire, un nom. Ce petit objet perdu, oublié, était la trace d'un être humain enseveli sous le poids du temps. Tony referma le médaillon. Son poids froid lui sembla soudain immense, comme s'il tenait dans sa main la clé d'un secret trop lourd. En se redressant, il sentit son regard changer. Ce qui n'était qu'une curiosité devint une responsabilité. Le trajet jusqu'à Harmony Creek lui prit près d'1 heure. La route serpentait entre les montagnes, suivant les courbes des vallées comme un souvenir qu'on ne peut effacer. La petite ville apparut enfin, un alignement de bâtiments de briques et de bois, tassés dans un creux du relief. On y sentait encore flotter le passé, celui des mines de charbon, des sirènes d'usines et des familles usées par le travail. Même l'air semblait porter la mémoire de la suie. Le bureau du shérif était un bâtiment bas, en briques rouges, avec un drapeau américain pendu mollement à un mât rouillé. En entrant, Tony sentit la température chuter d'un cran. Les conversations s'éteignirent aussitôt. 2 jeunes adjoints levèrent la tête, leurs yeux passant rapidement de Tony à son grand chien avant de s'écarter, comme s'ils avaient reçu la consigne de ne pas trop regarder. Derrière un bureau massif, un homme corpulent dans la cinquantaine leva les yeux. Une plaque en laiton indiquait « Shérif Billy ». Son allure était celle d'un notable sûr de lui, mais ses yeux, petits et perçants, trahissaient un esprit habitué à jauger, peser, soupçonner. « Que puis-je pour vous » demanda-t-il d'une voix traînante. Tony s'avança, posa calmement le médaillon sur le bord du bureau. « Je m'appelle Tony. J'habite sur l'ancienne propriété Miller, un peu plus haut dans la montagne. Ce matin, j'ai trouvé ceci, près d'une tour abandonnée. J'ai pensé que vous deviez le voir. » Le shérif saisit le bijou entre ses doigts épais et le fit tourner lentement, son expression impassible. Tony expliqua les circonstances, la tour, sa position étrange, la découverte de Ted. Il parla avec précision, mesurant ses mots. Mais il sentait, sans même les regarder, la tension des 2 adjoints derrière lui. Le bruit du papier qui le remuait n'était qu'une façade. Leur silence avait le poids d'un ordre. « Une vieille tour de surveillance, hein » dit Billy après un long moment. « Oui, juste au nord de ma propriété. » Le shérif hocha la tête. « Je vois très bien. Elle est là depuis avant ma naissance. Tour du service forestier, je crois. » Quant à ça, il haussa les épaules en montrant le médaillon. Des enfants perdent toutes sortes de babioles dans les bois. À cet instant, le téléphone sonna. Billy décrocha. « Oui. » Il écouta quelques secondes, son regard fixé sur Tony. Son visage resta neutre, mais une tension subtile durcit sa mâchoire. « Compris » répondit-il, puis il raccrocha. Le silence qui suivit était glacial. Quand il reprit la parole, son ton avait changé. « Écoutez, mon garçon. J'apprécie votre démarche, mais vous vous êtes déplacé pour pas grand-chose. Vous avez trouvé un bijou sans valeur près d'une vieille ruine. Ce n'est pas un crime, c'est juste du vide. Gardez-le, si vous voulez. Un souvenir. » Il fit glisser le médaillon vers lui. Tony resta un moment figé, lisant dans cette mise en scène les vérités que personne n'osait dire, la fausse cordialité, le coup de fil trop opportun, les yeux baissés des adjoints. Tout criait la même chose, il venait de toucher à quelque chose qu'on voulait garder enterré. « Très bien, shérif, dit-il simplement. Merci pour votre temps. » Il remit le médaillon dans sa poche, tira doucement sur la laisse de Ted, et quitta le bureau. La lumière crue de l'après-midi l'aveugla un instant. Derrière lui, la porte se referma avec le bruit sec d'un secret verrouillé.
Il resta un moment debout sur le trottoir, le cœur battant. Il avait besoin de réfléchir, de respirer, de comprendre. En face, une vitrine de bois peint affichait les mots « Harmony Creek General Store ». Il traversa la rue. À l'intérieur, le magasin sentait le café moulu, la cire et le vieux pain. Les planchers craquaient doucement sous ses bottes. Des étagères chargées d'outils, de conserves, de lampes et de farine formaient un décor venu d'un autre temps. Derrière le comptoir, un homme aux cheveux blancs impeccables leva les yeux et lui adressa un sourire sincère. « Bonjour l'ami. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? » « Du café, et un sac de croquettes pour mon chien. »« Bien sûr, » répondit l'homme en s'activant derrière le comptoir. « On ne vous voit pas souvent par ici. Je m'appelle Abernathy. C'est moi qui tiens la boutique. Tony. Et lui, c'est Ted. »« Ah, magnifique animal, » dit Abernathy avec un regard attendri. Il posa les articles sur le comptoir. « Vous savez, c'est un coin tranquille, ici. Les gens sont discrets, mais on veille les uns sur les autres. C'est une bonne communauté. » Les mots, bienveillants, semblaient venir d'un autre monde, celui d'une Amérique simple, honnête, qui croyait encore aux voisins et aux poignées de main. Tony paya, remercia, et sortit. Dehors, le soleil se couchait lentement derrière les montagnes, projetant sur la ville de longues ombres dorées. La façade du magasin se teinta d'ambre, tandis que la lumière disparaissait derrière la crête. Tony s'arrêta un instant avant de remonter dans son camion. Le visage souriant de M. Abernathy demeurait gravé dans son esprit, une parenthèse de chaleur humaine dans un monde qui semblait s'être refermé sur lui. Mais cette image ne suffisait pas à chasser la peur glacée qui grandissait en lui. Le retour vers la cabane fut silencieux. Seul le grondement régulier du moteur et la respiration tranquille de Ted accompagnaient sa route. Tony conduisait machinalement, les mains crispées sur le volant, le regard perdu dans la nuit qui tombait. Dans sa tête, tout recommençait, les regards fuyants, les phrases trop bien rodées, le ton changeant du shérif après l'appel. Il connaissait ce genre de mise en scène. Dans un autre temps, dans un autre uniforme, il avait appris à lire ces signaux, la peur dissimulée derrière les sourires, les consignes transmises sans mots, les ordres qui ne se discutent pas. Le shérif Billy avait joué son rôle à la perfection, accueillir, jauger, neutraliser. Les adjoints n'avaient pas détourné le regard par insolence, mais par obéissance. Et l'appel téléphonique, c'était le signal. Un message clair, concis, codé, l'étranger sait quelque chose. Et la réponse avait été immédiate, faites-le taire. La route s'enfonçait dans l'obscurité des pins. Les phares découpaient la nuit en fragments d'argent et d'ombre. Ted, sur le siège passager, posa la tête sur ses genoux et poussa un léger soupir. Tony posa une main distraite sur sa nuque. « Oui, mon vieux, je sais. On vient de mettre les pieds là où il ne fallait pas. » Son esprit revint à la seule autre âme qu'il avait rencontrée dans ces montagnes, Walter. Un vieil homme solitaire, aux yeux brûlés par la peur, qui lui avait un jour glissé à voix basse. Y a des choses, là-haut, qu'il vaut mieux ne pas réveiller. Et maintenant, Tony comprenait. La tour n'était pas qu'un vestige du passé. Elle était un gardien muet ou peut-être une prison. Et le médaillon, minuscule, silencieux, n'était que la première pierre d'un mur qu'on avait voulu enfouir sous des décennies de silence. Alors qu'il tournait dans le chemin de terre menant à sa cabane, les phares effleurèrent les troncs noirs des arbres. Le vent s'était levé. Il faisait vibrer les feuilles mortes et, quelque part dans l'obscurité, un loquet métallique claqua faiblement, un son presque humain. Tony coupa le moteur. La nuit retomba, dense, insondable. Dans sa poche, le médaillon semblait pulser doucement, comme s'il avait son propre cœur. Il savait désormais que son enquête ne faisait que commencer. Mais il savait aussi qu'à Harmony Creek, certaines vérités valaient peut-être mieux d'être laissées dans la terre. Aux côtés de ceux qui n'avaient jamais eu le droit de paix. La tour de verre. Les paroles du vieil homme résonnaient encore dans la tête de Tony, mais cette fois, elles avaient pris un ton plus sombre, presque menaçant. Certaines choses, dans ces bois, il vaut mieux les laisser tranquilles. Avait-ce été un simple avertissement d'un voisin inquiet, ou la mise en garde d'un gardien jaloux de ses secrets? La frontière entre les deux s'était dangereusement estompée. Un homme aussi territorial, aussi hostile aux étrangers, ferait un guetteur parfait pour n'importe quelle opération qui exigeait discrétion et silence. Cette idée s'incrusta dans l'esprit de Tony comme une pierre froide. Cette nuit-là, sa méfiance envers Walter se transforma en conviction. La cabane, autrefois refuge paisible,
semblait soudain fragile, un abri de verre prêt à se fissurer au moindre bruit. Chaque craquement des planches, chaque froissement de feuilles dehors le faisait tressaillir. Ted, son fidèle compagnon, ressentait la même tension. Au lieu de dormir au pied du lit comme d'habitude, il restait éveillé, oreilles dressées, muscles tendus, le regard fixé vers la porte. Tony, lui, fixait le plafond pendant des heures. Sur la petite table à côté du lit reposait le médaillon d'argent terni, froid et silencieux. Ce n'était plus un simple bijou, c'était une preuve, un fragment muet d'une vie éteinte, et d'un secret que la terre refusait d'ensevelir. Avant même le lever du soleil, il se leva. La décision était prise. Il ne pouvait plus attendre. Il ne savait pas encore qui il affrontait, ni combien de temps il lui restait, mais une chose était certaine, il savait. Il avait franchi une ligne invisible, et désormais, l'ennemi connaissait sa position. Il enfila son vieux blouson de cuir par-dessus sa chemise à carreaux. L'air du matin était humide, chargé d'un froid glacial qui s'infiltrait jusque dans les os. À l'ouest, d'épais nuages d'un gris d'acier avalaient les sommets. Une tempête approchait. « Reste près de moi, Ted, dit-il d'une voix basse et ferme. Le chien n'avait besoin d'aucun encouragement. Il marcha si près de lui que son pelage frôlait la jambe de Tony à chaque pas. Le chemin vers la tour avait perdu son innocence. Ce n'était plus une balade, mais une infiltration. Tony avançait prudemment, se servant des arbres comme couverture. Le bois, autrefois son sanctuaire, était devenu territoire ennemi. À la lisière de la clairière, il ralentit. La tour se dressait toujours là, silhouette sombre contre un ciel violacé. Mais en s'approchant, ses yeux d'anciens soldats remarquèrent de subtils détails. La terre, à la base du pilier où Ted avait déterré le médaillon, n'était plus remuée. On l'avait recouverte de feuilles et de brindilles fraîches. Un camouflage maladroit, évident pour un œil entraîné. Tony s'agenouilla. Le sol était encore meuble. Il fit le tour de la structure, les traces de pas de la veille avaient disparu. On avait balayé la zone avec des branches, effaçant toute preuve de leur passage. Une confirmation glaciale s'imposa à lui, quelqu'un était revenu ici après sa visite au shérif. Ils avaient fouillé, nettoyé, maquillé les lieux. On avait voulu remonter le temps. Son cœur battait fort, rythmé par la peur et l'adrénaline. Il n'était plus un simple curieux. Il était devenu une menace et on comptait bien le neutraliser. Son esprit revint aussitôt vers Walter. Le vieil homme connaissait chaque sentier, chaque pierre de ces collines. Il aurait été l'homme idéal pour une mission de nettoyage rapide et discrète. Un grondement lointain retentit dans la vallée. Les premières gouttes tombèrent, lourdes, épaisses, puis la pluie se déchaîna. En quelques minutes, le ciel s'ouvrit et déversa un rideau d'eau glacée. Tony fut trempé jusqu'à la peau. « Viens, Ted. Sous abri. » cria-t-il dans le vacarme. Il aperçut un surplomb rocheux et s'y précipita. Ils se réfugièrent dessous, haletant, l'eau ruisselant du bord du chapeau de Tony. Ted grelottait, cherchant la chaleur de son maître. Tony passa un bras autour de lui, sentant son propre malaise grandir à mesure que le tonnerre faisait trembler la forêt. Dehors, la base de la tour se transformait en bourbier. La pluie battante lessivait la terre, dégageant des sillons profonds dans la boue. Tony s'apprêtait à détourner le regard lorsque quelque chose scintilla. Un éclat bref, métallique, au même endroit où Ted avait trouvé le médaillon. Il attendit un répit dans l'averse, puis sortit en courant. À genoux dans la boue, il gratta le sol avec ses doigts. Il en tira une petite plaque rectangulaire, lourde et verdâtre de corrosion. C'était du laiton, marqué de chiffres et d'un nom à demi effacé. Blackwood Ridge Call. Une plaque de mineur. Il resta figé, la pluie dégoulinant de ses cheveux sur ses mains. Ce morceau de métal, aussi banal en apparence, liait tout ce qu'il croyait isolé. Le médaillon appartenait à une personne, la plaque, à une époque. Ensemble, ils dessinaient un lien invisible entre la tragédie intime de LS et l'histoire industrielle de ces terres. Blackwood Ridge Coal. C'était autrefois la plus grande compagnie minière du comté, fermée à la fin des années 1980. Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblaient. Une tour oubliée, un bijou perdu, un shérif corrompu, un vieil homme soupçonneux. Et maintenant, une société disparue. Tony serra la plaque dans sa paume. La tempête faisait rage autour de lui, mais en lui, tout était calme. Deux preuves. Deux noms venus du passé. LS et Blackwood Ridge Coal Company.
Et lui, seul. La loi locale ne l'aiderait pas, elle faisait partie du problème. Il était un étranger, un intrus dans une histoire que d'autres tentaient d'effacer depuis des décennies. Le regard de Ted croisa le sien, fidèle, confiant. Tony sut qu'il n'avait plus le choix, il devait aller jusqu'au bout. À l'aube, le ciel s'éclaircit. La pluie s'était tue, laissant derrière elle un monde lavé, étincelant. L'air, saturé de l'odeur de la terre humide et du pain, s'infiltrait dans la cabane. Mais cette fois, les sons familiers de la forêt et le chant des oiseaux, l'eau goûtant du toit ne l'apaisaient plus. Il semblait masquer un silence plus profond, presque menaçant. Assis à sa table en bois, Tony observait la vapeur s'élever de sa tasse de café noir. Devant lui, sur un linge propre, reposaient les deux objets. Le médaillon d'argent terni et la plaque de laiton rongé. L'un portait le poids d'une perte intime. L'autre, celui d'une mémoire collective, industrielle, mécanique. Une personne et un lieu. LS et Blackwood Ridge. Liés par cette tour oubliée, dressée comme une cicatrice au cœur de la forêt. Retourner voir le shérif Billy était impensable. Ce serait non seulement inutile, mais suicidaire. Le village, avec ses visages polis et fermés, n'offrait aucun allié. Restait la forêt. C'était là que les hommes venus nettoyer la tour avaient dû se replier. Et c'est là que Tony devait aller. La pluie, paradoxalement, avait été une bénédiction. Elle avait effacé les traces, mais aussi révélé la plaque. Il avait maintenant une piste, ténue mais réelle. Ted, d'ordinaire calme après la promenade du matin, restait assis devant la porte, les yeux rivés sur lui, prêt. Le chien savait. Il sentait le changement dans son maître, cette tension, cette détermination silencieuse. « Allons voir ce que la tempête nous a laissé », murmura Tony en glissant les deux objets dans sa poche. Ils reprirent le chemin vers la tour. Le sol, gorgé d'eau, s'enfonçait sous leurs pas. Les feuilles utilisées pour dissimuler le sol avaient formé une couche sombre et visqueuse, révélant au contraire les manipulations humaines. Tony se mit à fouiller, méthodiquement, suivant une discipline forgée dans les déserts d'Afghanistan. Il traçait des cercles autour de la tour, cherchant le moindre indice. Une empreinte, une branche brisée, un déchet. Mais la pluie avait tout effacé. Le temps s'étirait, les heures glissaient. La frustration montait. Il songea à abandonner, quand Ted s'immobilisa soudain. Le chien, jusque-là silencieux, poussa un gémissement sourd, sa truffe collée au sol. Puis il tira sur la laisse, avec insistance. Pas vers la cabane. Vers un bosquet dense de rhododendrons. « Qu'est-ce que tu sens, mon vieux » murmura Tony, son instinct en alerte. Ted avançait vite, le museau au ras de la terre, suivant une piste invisible. Tony s'agenouilla, rien n'était visible, mais une odeur subtile flottait dans l'air. Une senteur minérale, métallique, différente de la terre forestière habituelle. De l'argile. Une argile rouge, ferrugineuse, qu'on ne trouvait qu'en profondeur, dans les entrailles d'une mine. Le chien s'enfonça dans le taillis, ignorant les branches qui fouettaient son pelage. De l'autre côté, Tony vit la trace. Sur le tronc sombre d'un arbre abattu, une large tache d'un orange rouillé. C'était bien de l'argile ferrique, remontée du sous-sol. Exactement celle qu'un mineur aurait ramenée sous ses bottes. Leur piste était effacée pour les yeux, mais pas pour l'odorat de Ted. La pluie avait voulu effacer le passé, et venait, sans le savoir, de le révéler. Tony s'accroupit, le cœur battant fort, une pensée claire lui traversant l'esprit. La vérité se cachait sous la terre. Et il était prêt, désormais, à la déterrer. Le secret du puits de Blackwood Ridge. Une décharge d'adrénaline traversa Tony. Enfin, il tenait une piste. Pendant près de 2 heures, l'homme et le chien avancèrent à travers la forêt comme deux parties d'un même organisme. Tony scrutait le sol, attentif au moindre indice, une fougère pliée, la trace à peine visible d'un talon sur un rocher moussu. Ted, lui, flairait l'air et confirmait la direction, tirant doucement sur la laisse chaque fois que la piste semblait s'effacer. Sur la terre rougeâtre, il distinguait parfois de petites marques, des taches d'argile séchées sur les pierres, des amas de boue sur les feuilles mortes, autant de miettes fantomatiques les guidant toujours plus profondément dans le cœur sauvage des bois. Peu à peu, le paysage changea. Les feuillus s'espacèrent, remplacés par des pins serrés comme une armée immobile. Le sol se fit plus raide, plus rocailleux, et l'air devint lourd, presque étouffant. Le silence lui-même semblait s'épaissir. Ici, la forêt n'était plus accueillante.
Il n'y avait ni piste de cerf ni trace de chasseurs, seulement leur propre chemin, étroit, boueux, avalé par les ombres. Sans prévenir, le premier signe de la mine apparut, un câble d'acier, aussi épais que le poignet de Tony, traversait leur route. Rouillé, à moitié englouti par la terre. Un peu plus loin, ils virent un tas de poutres pourrissantes, des formes géométriques incongrues parmi les troncs. Puis, soudain, la forêt s'ouvrit sur une clairière, et Tony s'arrêta net. Son souffle se coupa. Devant lui se dressaient les vestiges du Blackwood Ridge Coal Mine. Ce qu'il vit ressemblait moins à un lieu qu'à une blessure béante dans le paysage, un squelette d'acier dressé au-dessus d'un gouffre effondré, à moitié inondé d'une eau stagnante d'un noir huileux. Tout autour, les bâtiments délabrés du complexe minier semblaient penchés, leurs toits affaissés, leurs fenêtres béantes comme des orbites vides. Derrière eux s'élevait une montagne artificielle, un terril de déchets de roches noires et grises, si stérile que seuls quelques brins d'herbe maladosés y poussaient. L'ensemble dégageait une atmosphère de mort figée. C'était un cimetière industriel, un mausolée dédié à la sueur et aux rêves brisés. Même la forêt semblait le rejeter. Le silence n'était plus celui, vivant, des bois profonds, c'était un silence creux, le vide d'un tombeau. Ted se serra contre la jambe de Tony, un grondement sourd vibrant dans sa poitrine. Lui aussi percevait l'anomalie du lieu, cette tension invisible qui faisait frissonner l'air. Tony resta là, à la lisière, observant chaque détail. Dans sa poche, la médaille du mineur lui parut soudain lourde, comme une clé trouvée pour une serrure qu'il redoutait d'ouvrir. Il le savait désormais. C'était ici. L'origine. Le point d'où tout provenait, les hommes du chantier, la tour, les disparitions, les mensonges. Tout menait à cette mine. Il regarda la bouche effondrée du puits, puis la petite bâtisse décrépite qui devait être le bureau du contremaître. Quelque part dans cette ossuaire d'acier et de poussière, se cachaient les réponses qu'il cherchait. Mais l'idée de les découvrir ne lui apporta ni soulagement ni triomphe, seulement une peur glaciale, primitive. L'air sentait le métal, la rouille et le charbon humide. Tony posa une main sur le dos chaud de Ted, cherchant un peu de réconfort dans cette chaleur animale. La mine abandonnée était un monument à l'oubli, un sanctuaire de vies éteintes. Chaque fenêtre, chaque poutre pourrie semblait le fixer avec reproche, comme si le passé jugeait son intrusion. Son instinct le guida, dans tout site abandonné, le cœur du mystère se cachait souvent dans le bureau administratif. Là où les décisions avaient été prises, où les mots avaient précédé les actes. Il repéra le bâtiment le mieux conservé et une construction basse, dont le porche s'était écroulé. Un panneau délavé pendait encore à moitié, Foreman's Office. « Allons voir ce qu'ils ont laissé derrière eux », murmura-t-il à Ted. La porte grinça, libérant un souffle d'air humide. À l'intérieur, le temps semblait avoir cessé depuis des décennies. Un grand bureau de bois trônait au centre, son plateau gondolé par l'humidité. Une chaise renversée gisait à côté, pareil à un soldat tombé au combat. Sur le sol, des papiers et des registres se désagrégeaient en pâte brunâtre. L'odeur de moisissure et de bois pourri était si forte qu'elle piquait les yeux. Le temps avait tout dévoré. Tony avança avec précaution, ses pas faisant craquer les éclats de verre sous ses bottes. Il fouilla un moment, soulevant ici un dossier, là une boîte à moitié dissoute. Rien ne subsistait. Les archives, les preuves, les traces d'hommes et de décisions, tout s'était dissous dans l'oubli. Une vague de découragement le submergea. Après tant d'efforts, tant de kilomètres, il se retrouvait face à un mur muet. Une pièce pleine d'histoires perdues à jamais. Il allait se détourner, prêt à explorer un autre bâtiment, quand il remarqua l'absence de Ted. Le chien se tenait immobile dans un coin de la pièce, loin du bureau. Raide, museau pointé vers le sol, un petit gémissement grave s'échappant de sa gorge le même qu'à la tour. « Qu'est-ce que tu as trouvé, mon grand » murmura Tony. Ted ne bougea pas. Il leva une patte, la posa sur une large planche du plancher, puis regarda son maître d'un air insistant. Il tapota encore une fois. Le cœur de Tony accéléra. Il connaissait cette attitude, le chien avait flairé quelque chose d'important. Pas un animal. Pas un simple bruit. Quelque chose de caché. Tony s'accroupit, caressa la surface du bois. Elle semblait solide, mais lorsqu'il appuya sur un bord, la planche s'enfonça légèrement, émettant un petit couinement. Il se redressa, sortit dehors, fouilla parmi les débris et trouva un levier improvisé, un vieux démonte-pneu rouillé. De retour à l'intérieur, il l'inséra dans la fente et força. Le bois gémit, les clous hurlèrent en s'arrachant, puis la planche céda.
Sous le plancher se cachait une cavité étroite, taillée délibérément entre deux solives. À l'intérieur reposait une boîte métallique, vert sombre, les coins rongés de rouille, mais étonnamment intacts. Tony la souleva avec précaution. Elle était plus lourde qu'il ne l'aurait cru. Assis près de la fenêtre, dans la lueur sale filtrant à travers la vitre, il posa la boîte devant lui. Le loquet grinça, puis céda. À l'intérieur, une pile de coupures de journaux jaunis l'attendait. Il en prit une. Effondrement à la mine de Blackwood Ridge aux 3 hommes piégés au Blackwood County Ledger, 1988. Une autre, 1989, un mineur porté disparu aucune suspicion criminelle. Puis encore une autre, 1987, inquiétude sur la sécurité à Blackwood Ridge. Une succession de tragédies. Une litanie de morts ordinaires. L'histoire écrite en brève, oubliée depuis longtemps. Sous ces coupures, un rouleau de papier attaché d'une ficelle friable. Tony le déroula avec précaution. C'était un plan du réseau souterrain, un labyrinthe de galeries et de puits s'étendant sur des kilomètres. Mais ce furent les annotations manuscrites qui lui glacèrent le sang, cercles tracés au stylo bleu, commentaires nerveux soudainement instables, poche de gaz, et, près d'un puits reculé, un seul mot, écrit en lettres capitales, bloqué. Tout au fond de la boîte, une photographie en noir et blanc attendait, à moitié effacée. Tony la prit entre ses doigts. Un homme dans la vingtaine, le visage noirci de poussière de charbon, mais souriant d'un sourire franc, tenait une fillette de 5 ou 6 ans dans ses bras. Elle portait un petit ruban dans ses cheveux sombres. Le père regardait sa fille, pas l'objectif, et dans ce regard, il y avait un amour si pur qu'il traversait le temps et la dégradation de l'image. Tony sentit un vertige. Il savait qui c'était. Le mineur dont il avait trouvé le médaillon. Celui qui avait écrit les avertissements. Celui qu'on disait disparu. Il s'adossa au mur, la photo serrée contre sa poitrine. Le mystère abstrait se dissolvait. Ce n'était plus une affaire à élucider. C'était une tragédie humaine. Un père, un ouvrier, un homme qui était descendu sous terre un matin et n'en était jamais revenu. Et cette petite fille sur la photo. Elle devait aujourd'hui être une femme, quelque part, peut-être sans jamais avoir su ce qu'il était advenu de son père. Une colère froide monta en lui. Une émotion qu'il croyait morte. Celle du soldat qui protège, du chef qui ne supporte pas l'injustice. Il avait voulu enterrer cet homme-là, le laisser dans le passé. Mais cette photo l'avait ressuscité. Il ne pouvait plus détourner les yeux. Cette quête n'était plus un choix, c'était un devoir. Un devoir envers cet homme au sourire épuisé. Une promesse silencieuse à cet enfant au ruban. Tony rangea les coupures et le plan dans la boîte, mais conserva la photo, qu'il glissa dans la poche intérieure de sa veste, tout contre son cœur. Quand il sortit, la clairière lui sembla différente. Le silence n'était plus vide, il attendait. Le retour vers la cabane se fit sans un mot. L'air froid de la forêt semblait s'infiltrer dans ses os. Il portait la boîte contre lui, et son poids paraissait désormais immense, comme s'il transportait non pas du métal, mais la mémoire de tous ceux qui avaient vécu et souffert ici. Ted marchait près de lui, silencieux, effleurant parfois sa main de son museau, comme pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Quelque chose s'était déplacé entre eux et la forêt. Leur refuge s'était transformé en champ de chasse. Et désormais, ils savaient qu'ils n'étaient plus les chasseurs. La porte était solidement verrouillée, et la lampe à pétrole diffusait une lumière vacillante qui jetait des ombres mouvantes sur les murs de la petite cabane. Tony avait étalé sur la table le contenu du vieux coffret métallique, des coupures de journaux jaunis, une carte annotée à la main, et une photographie presque effacée représentant un homme et sa fille. Pendant des heures, il resta penché sur ces reliques, cherchant à recomposer le fil d'une histoire brisée. Les articles parlaient de violations de sécurité dans la mine, de disparitions silencieuses, d'accidents jamais élucidés. À force de relire les mêmes lignes, les mots se mirent à se brouiller sous ses yeux. Il suivit du doigt les tracés sur la carte, s'arrêtant sur les cercles dessinés à l'encre bleue, sur les avertissements griffonnés à la hâte dans la marge. Mais son regard revenait toujours à la photographie. Cette image était un ancrage humain au milieu de données froides et impersonnelles. Le sourire fatigué mais fier de l'homme, les yeux confiants de la petite fille, tout y parlait de ce que la mine avait détruit, une vie, une famille, un avenir. En observant le visage de LS, Tony se vit lui-même. Il y retrouvait le même combat pour la dignité, le même besoin de protéger l'innocence, la même fatigue silencieuse des hommes qui ont trop vu. Une connexion intime naquit entre lui et cet inconnu d'un autre temps,
un lien forgé dans la douleur, la loyauté et l'amour du travail bien fait. Quand la fatigue finit par le submerger, Tony s'endormit sur la table, la tête reposant sur ses bras. La lampe, presque consumée, jetait encore une lueur dorée sur les objets épars. Dans son sommeil agité, les images se mélangeaient, des tours de métal rouillés, des tunnels obscurs, et le sourire obstiné de l'homme sur la photo. Il se réveilla à l'aube, le cou endolori, le cœur serré par une résolution glacée. La peur de la veille s'était consumée, laissant place à une détermination dure et calme. Le rituel du café lui offrit un instant de réconfort, l'arôme familier, la chaleur du mug entre ses mains, le souffle de vapeur qui montait dans la lumière pâle du matin. Assis sur le rebord du perron, il regarda la brume s'élever au-dessus de la vallée. Ted, son chien, était là, le museau posé sur son genou, présence fidèle et rassurante. Pendant un instant, tout sembla redevenir normal, le soleil se levait, les oiseaux chantaient, et les montagnes immobiles gardaient leur silence millénaire. C'était pour ces moments qu'il était venu ici et pour ce calme, cette paix fragile qu'il croyait avoir enfin gagnée. C'était sa maison, sa vie, et il ne laisserait personne la lui arracher. Mais au moment d'ouvrir la porte pour laisser Ted sortir, il se figea net. Sur le seuil, bien en évidence, reposait une cartouche de fusil. Elle n'était ni tombée ni perdue, elle avait été déposée, délibérément. Le cuivre brillait d'un éclat mat, soigneusement poli. La balle pointait vers la porte, comme un doigt accusateur. C'était un message, clair comme une menace écrite, mais infiniment plus froid, plus intime. Nous savons où tu vis. Tony sentit l'instinct du soldat revenir en lui comme un réflexe musculaire. En un battement de cœur, le paisible habitant de la montagne s'effaça, remplacé par l'homme qu'il avait été sur les terrains hostiles. Ses sens s'aiguisèrent, son regard balaya le mur d'arbres alentour à la recherche d'un éclat, d'un mouvement, du reflet d'une lunette de visée. Rien. Seules les feuilles frémissaient dans la brise. À l'intérieur, Ted, ordonna-t-il d'une voix basse et ferme. Le chien, immédiatement, recula dans la cabane, silencieux. Tony s'accroupit sans quitter la forêt des yeux, ramassa la balle et rentra à reculons, refermant la porte d'un geste sec. Le loquet glissa dans sa rainure avec un bruit métallique qui résonna comme une détonation dans le silence. Son cœur battait à tout rompre. Il resta immobile, la cartouche froide dans sa main moite, l'esprit en surchauffe. Qui avait fait ça? Comment avait-il trouvé sa cabane? Les ouvriers chargés de nettoyer le site du pylône savaient seulement la région générale, et l'endroit était bien trop isolé pour être découvert par hasard. Alors une image s'imposa dans son esprit, le visage fermé de Walter, son fusil toujours prêt, sa voix grave lançant cet avertissement, c'est pas un endroit pour les curieux. La certitude s'imposa, brûlante. Walter n'était pas un simple voisin grincheux, il était le guetteur, peut-être même le bras armé de ceux qui voulaient protéger le secret du Blackwood Ridge. Un instant, la peur menaça de reprendre le dessus. Il était seul, isolé, sans renfort, face à un ennemi invisible. La cabane, son sanctuaire, lui apparut soudain comme un piège fragile au cœur de la forêt. Mais lorsqu'il baissa les yeux vers Ted, cette peur se mua en quelque chose de plus ancien, de plus brut. Le chien le regardait calmement, confiant, sans une once de panique. Cette confiance absolue ralluma dans Tony un feu qu'il croyait éteint. Ce n'était plus la peur d'un homme menacé, c'était la colère d'un protecteur. Ils avaient franchi la ligne. Ils avaient osé menacer son foyer, son ami, la seule créature au monde qui lui rappelait encore la loyauté pure. Et pour cela, il paierait. La balle n'était pas un avertissement, c'était une erreur. Une grave erreur. Il ferma le poing autour du projectile, les arêtes mordant sa paume. L'histoire de Elves et de sa fille n'était plus seulement une quête de vérité, elle devenait son propre combat. Ce n'était plus un dossier ancien, mais une guerre qui reprenait vie sous ses yeux. Sur la table, la balle rejoignit le médaillon d'argent et la plaque de mineur, trois symboles glacés d'un même mystère. La rage retomba, remplacée par une clarté froide. Le soldat qu'il avait voulu enterrer reprenait le commandement. La peur? Un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. La première étape, il la connaissait, rassemblée du renseignement. Il déroula la vieille carte du géomètre, son papier fragile protestant sous ses doigts. À côté, il posa une carte topographique moderne du comté, celle qu'il avait achetée en arrivant. Pendant 1 heure, il travailla avec la précision d'un cartographe. Les entrées de mines, l'état de scories, les structures encore visibles, tout servait de point d'ancrage. Lentement,
il superposa le passé et le présent. Les galeries du Blackwood Ridge se redessinèrent sous ses yeux, un réseau fantôme de tunnels serpentant dans les entrailles de la montagne. Parmi les zones entourées en bleu par LS, une attira son attention, un puits secondaire, à l'écart du complexe principal. À côté, un mot, bloqué. Un éboulement? Non. Rien dans les archives ne mentionnait un tel incident. Ce bloqué sonnait comme un scellement volontaire. Une cache. Tony traça un X sur sa propre carte. C'était là qu'il irait. Il prépara son sac, lampe torche, corde, gourde, trousse de secours. Ses vêtements étaient sombres, faits pour se fondre dans la forêt. À sa ceinture, il attacha un couteau à lame fixe, lourd et rassurant, bien que dérisoire face à des fusils. « Allons-y, Ted » murmura-t-il. Le chien comprit sans un aboiement. Pas de jeu, pas d'excitation, seulement la gravité d'une mission. Ils montèrent dans le vieux pick-up. Tony jeta son sac au plancher, et Ted prit place sur le siège passager, silhouette tendue, oreille droite. La route fut longue, sinueuse, défoncée. Il évitait les axes connus, préférant les pistes forestières oubliées, surveillant sans cesse le rétroviseur. Le moteur vibrait dans la montagne, avalant les pentes parmi un tunnel de feuillage vert sombre. Après 3 quarts d'heure de conduite prudente, il consulta la carte, impossible d'aller plus loin en véhicule. Il gara le pick-up dans une clairière envahie de ronces, à l'abri des regards. Le moteur s'éteignit, et le silence des bois retomba, dense, presque liquide. Désormais, ce serait à pied. Ils avancèrent avec la discrétion d'un duo en territoire ennemi. Tony évitait les zones dégagées, suivant les reliefs, lisant le vent, écoutant les sons, le craquement d'une branche, le cri d'un jet, le froissement d'un écureuil. Chaque bruit avait une signification. Plus il s'élevait sur la crête, plus la forêt se faisait ancienne. Les troncs, énormes, semblaient remonter à une époque où l'homme n'existait pas encore. La lumière du jour disparaissait sous les ramures, une pénombre verte, presque religieuse, enveloppait tout. Après une demi-heure d'ascension, Tony consulta sa carte, ils approchaient. C'est Ted qui donna l'alerte le premier. Le chien s'immobilisa, les poils du cou hérissés, une vibration sourde montant de sa poitrine. Puis il recula, gémissant, les yeux fixés sur un point invisible. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux » murmura Tony en posant la main sur son dos. Le corps du chien tremblait. Et alors Tony le sentit, lui aussi, une odeur. Fétide, étrangère, chimique. Un relent d'ammoniac, de javel, une tentative maladroite pour effacer quelque chose. Une odeur de nettoyage, ou plutôt, d'effacement. Il fit encore 2 pas, son cœur battant comme un tambour dans le silence des bois. Devant lui, la terre semblait différente, plus sombre, plus tassée, comme si elle avait été remuée récemment. La forêt entière retenait son souffle. Quelque chose dormait là-dessous. Et Tony comprit qu'il venait de mettre le pied sur le seuil d'un secret que des hommes avaient tué pour protéger. Poussant à travers un dernier rideau de fougères épaisses, Tony fut frappé de plein fouet par une odeur si atroce qu'il en eut le souffle coupé. Elle semblait posséder une masse, une densité presque physique, et s'abattit sur lui comme une gifle invisible. C'était un parfum de mort lourd, écœurant, chimique qui lui fit monter les larmes aux yeux et lui retourna l'estomac. Mais sous cette senteur de produits corrosifs se cachait autre chose, quelque chose de plus ancien, de plus primitif, le parfum sucré et poisseux de la décomposition. Une odeur que l'humanité portait dans son instinct depuis la nuit des temps, un avertissement gravé dans la moelle de nos os, mort. Devant lui s'ouvrait une petite clairière rocheuse, dominée par une paroi de pierre abrupte. Là, presque entièrement dissimulée sous un amoncellement chaotique de poutres pourries, de terre tassée et de rochers branlants, se trouvait l'entrée du puits de mine. À première vue, un simple éboulement ancien, une cicatrice naturelle du temps. Mais Tony, habitué à observer les détails, vit aussitôt ce que d'autres auraient ignoré, les angles des poutres étaient trop réguliers, la terre semblait entassée, non tombée. C'était une construction, un scellement délibéré. C'était l'endroit qu'avait indiqué LS sur sa carte. Le lieu maudit que quelqu'un avait voulu effacer du monde. Il fit un pas en avant, tirant le col de sa chemise sur son nez pour se protéger du pire de l'odeur. Celle-ci s'échappait de minuscules fissures dans le barrage de bois et de pierre, comme le souffle impur d'un tombeau. Ted, son fidèle compagnon, refusa d'approcher davantage. Le chien tremblait, gémissant d'un son à la fois implorant et inquiet. Ses instincts hurlaient plus fort que les mots humains, ce lieu est maudit. Tony se tenait devant l'entrée scellée,
le cœur battant à tout rompre, tandis que les pièces du puzzle s'imbriquaient dans son esprit avec une brutalité implacable, les disparitions relatées dans les vieux journaux, les lettres d'un mineur terrifié, les nettoyages modernes, les trafics qui avaient besoin d'un refuge pour cacher leurs secrets, leurs échecs, leurs morts. Ce n'était pas une simple galerie condamnée. C'était un mausolée improvisé. Il se tenait à l'entrée d'une fosse commune. LS n'était pas seulement porté disparu, il reposait là, quelque part dans la terre froide, parmi d'autres âmes oubliées. Une vague de nausée, puis de chagrin, le submergea. Mais bientôt, ce fut une colère glaciale, une détermination pure qui prit sa place. Il sentit la photo dans sa poche, celle du jeune père souriant et de sa fille au regard confiant. Ces deux visages, désormais, étaient sous sa protection. Il était leur seule voix, leur seul témoin. Il leva les yeux vers le mur de pierre et de bois, vers la puanteur qui lui promettait des horreurs innommables. Il savait qu'avancer signifiait franchir une porte sans retour, plonger dans un monde de ténèbres. La vie paisible qu'il avait cherchée s'était effondrée à l'instant même où il avait trouvé cet endroit. Inspirant profondément, il sentit l'air vicié lui brûler les poumons. Il était prêt. Il devait savoir. L'air autour de l'entrée empestait la mort. C'était une attaque viscérale contre tous les sens. Tony, après un long moment d'hésitation, alluma sa lampe torche. Le faisceau fendit l'obscurité comme une lame blanche, révélant la poussière suspendue dans l'air stagnant. Ted, toujours tremblant, posa doucement sa tête contre la main de Tony et une supplique silencieuse pour qu'il renonce. Mais il n'y avait plus de retour possible. LS et sa famille méritaient la vérité. Tony se mit au travail. L'obstruction, conçue pour imiter un éboulement naturel, était en réalité grossière. Avec les bons outils, un levier de pneu trouvé dans le bureau du contremaître et une pierre pointue, un homme déterminé pouvait s'y frayer un passage. Chaque geste lui arrachait un grognement de douleur. La sueur ruisselait sur son front, se mêlant à la terre et à la poussière. À chaque poutre arrachée, un souffle d'air putride s'échappait, plus acre, plus insoutenable que le précédent. Le mélange de produits chimiques et de chair en décomposition lui piquait la gorge et lui brouillait la vue. Pendant près d'une heure, il travailla sans relâche, le dos courbé, les muscles tendus, animé par cette obstination qu'il ne se connaissait que sur les champs de bataille. Ted restait en retrait, silencieux, veillant sur lui comme un ange fidèle. Enfin, une ouverture apparut. Tony s'y accroupit et braqua sa lampe dans l'obscurité. Un tunnel étroit s'enfonçait dans la roche, son sol humide reflétant faiblement la lumière. L'air qui en sortait était suffocant, presque vivant. Il attacha une corde solide à une racine dehors, fixa l'autre extrémité à sa ceinture. « Reste ici, Ted, murmura-t-il en caressant la tête du chien. Garde l'entrée. Je reviens. Ted émit un grognement bas, protestation et compréhension mêlées. Il observa Tony disparaître lentement dans le boyau, avalé par les ténèbres. L'intérieur du tunnel était un enfer. L'air y était si épais qu'il semblait liquide. Un mélange d'ammoniac, de sueur rance et de mort. Tony toussa violemment, tenta de remonter son col sur son nez, en vain. La lampe torche dessinait sur les parois rugueuses des ombres mouvantes, grotesques. Le sol glissant menaçait à chaque pas de le faire tomber. Le silence n'était interrompu que par l'écho de ses propres pas. À mesure qu'il descendait, la chaleur augmentait. Une chaleur lourde, malsaine, chargée de vapeurs toxiques. Et bientôt, il perçut autre chose, un bourdonnement régulier, presque mécanique. Puis un battement sourd, rythmique, semblable à un cœur artificiel. Il approchait du centre du mal. Le tunnel déboucha sur une vaste cavité creusée dans la roche. Tony se plaqua contre le mur, éteignit sa lampe, laissa ses yeux s'habituer à la faible lumière qui émanait du fond de la salle. Ce qu'il vit alors le cloua sur place. Ce n'était pas une mine abandonnée. C'était un laboratoire clandestin, une installation industrielle entière, cachée dans les entrailles de la montagne. Des cuves d'acier inoxydable, des colonnes de distillation, des ventilateurs, des pompes, tout un réseau de machines ronronnait dans une cacophonie mécanique. Le long des murs, des établis couverts d'éprouvettes, de poudre blanche et de produits chimiques. Des silhouettes s'affairaient dans la pénombre, masquées, vêtues de combinaisons sombres. Ce n'étaient pas des mineurs, c'étaient des chimistes, des trafiquants. Tony sentit la nausée le gagner. L'odeur chimique venait des précurseurs de fabrication. L'odeur de mort, elle, venait des hommes qui avaient vu trop, ou qui n'étaient plus utiles. Un frisson glacé lui parcourut l'échine.
LS était probablement parmi eux, quelque part sous ces tonnes de roches et de silence. Soudain, une voix résonna, tranchante. Rapport de situation. Je veux une incinération propre du dernier lot avant minuit. Tony se figea, retenant son souffle. La voix venait d'un coin de la caverne, d'un bureau improvisé fait de contreplaqué et de bâches. Une silhouette massive parlait dans une radio portative. Le produit est prêt, patron, répondit quelqu'un depuis le sol de la caverne. On attend juste la confirmation du transport. Bien. Et renforcer la sécurité de l'ancien accès. On a eu un curieux autour de la tour. Peut-être rien, peut-être pas. Billy dit qu'il s'en est occupé, mais soyez prudent. Et qu'il n'y ait aucune trace, compris? Le sang de Tony se glaça. Pas à cause des mots mais à cause de la voix. Elle était grave, posée, familière. Celle d'un homme qu'il connaissait, qu'il respectait. Celle de Monsieur Abernathy, le propriétaire du magasin général d'Harmony Creek, l'homme jovial, le pilier de la communauté. Le monde sembla vaciller autour de Tony. Abernathy. Le visage souriant du bienfaiteur local masquait celui du chef d'un empire criminel. Tout s'effondra dans son esprit, la mine, les disparitions, les menaces. Tout prenait sens. Il s'était trompé sur toute la ligne. Il était piégé. Seul. Sous terre. Face à un réseau organisé, armé, profondément enraciné dans la région jusque dans les autorités locales. Il devait sortir. Prévenir quelqu'un. Son instinct de soldat reprit le dessus, évaluer, planifier, exfiltrer. Il n'avait plus à chercher la vérité. Il l'avait trouvée. Son unique mission désormais, survivre. Il se retira lentement, prudemment, collé contre la paroi, se fondant dans les ombres. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'on l'entende. La sueur perlait dans son dos. Le bourdonnement des machines, le cliquetis des outils, le murmure des voix semblaient se rapprocher à mesure qu'il reculait. Comme si la montagne elle-même tentait de le retenir. Puis, enfin, un éclat de lumière grise apparut au loin à l'entrée. Il rampa vers elle, haletant, et s'extirpa de la bouche béante du tunnel. L'air pur de la forêt lui frappa les poumons comme une bénédiction. Ted bondit sur lui, haletant, gémissant, le léchant frénétiquement, submergé de soulagement. Tony passa ses bras autour du cou de l'animal, enfouissant son visage dans sa fourrure. C'est fini, mon grand. On est dehors. Mais au fond de lui, il savait que rien n'était fini. Ils avaient quitté le tunnel, oui, mais ils se tenaient désormais sur le seuil du monstre. Et la montagne, silencieuse derrière eux, semblait respirer encore comme si elle veillait sur ses secrets. Tony rassembla ses forces, remit les pierres et les poutres en place, refermant l'ouverture avec une hâte fébrile. Le vent fit frémir les arbres autour d'eux, et il crut un instant entendre un murmure venir des entrailles de la terre. Un avertissement, ou un appel. Le dernier appel. C'était un travail sommaire, improvisé, mais cela pouvait lui faire gagner quelques précieuses minutes. Pendant que ses mains s'activaient, son esprit, lui, galopait déjà au loin, cherchant une issue dans ce labyrinthe d'ombres et de mensonges. Il était seul un homme contre une organisation criminelle solidement implantée, protégée par une police locale corrompue jusqu'à la moelle. Il n'avait aucune illusion sur ses chances, une confrontation directe serait un suicide. Sa seule arme, c'était la vérité et sa seule chance, la transmettre à quelqu'un d'extérieur, quelqu'un capable d'abattre sur cette vallée maudite le poids du gouvernement fédéral. Un nom s'imposa à lui comme une étoile dans la nuit, Jason. Jason avait été son chef d'équipe, autrefois, avant qu'une blessure en 2017 ne le pousse à quitter l'armée pour une vie plus discrète comme agent de terrain à la DEA. Un homme droit, aiguisé comme une lame, habitué à naviguer entre la lumière et les ténèbres du monde. Mais surtout, c'était un frère d'armes, ils s'étaient déjà confié leur vilain à l'autre, et ce genre de lien ne s'efface jamais. C'était une fraternité forgée dans le feu, trempée dans le sang et dans le silence des nuits sans étoiles. Le problème, c'était de le joindre. Son téléphone personnel était un piège, facile à tracer, vulnérable. Il devait atteindre un point en hauteur pour obtenir un signal net et utiliser un vieux téléphone jetable qu'il gardait pour les urgences dans son camion. Il se mit donc en route, tête sur ses talons, avec une urgence farouche dans chaque pas. Chaque bruit dans les bois devenait une menace, chaque ombre semblait prête à se détacher du noir pour l'engloutir. Arrivé au véhicule, il démarra, non pas vers sa cabane, mais vers la montagne.
La route s'élevait en lacet vers un belvédère sur la crête suivante. Plus il montait, plus il se sentait exposé, comme une proie quittant la couverture de la forêt. Le soleil déclinait quand il atteignit enfin le sommet. L'endroit était désert, balayé par un vent sec et froid. Il alluma le téléphone, composa le numéro. La sonnerie retentit une fois, puis une voix familière, brève, tranchante. « Jason. C'est moi, Tony. J'ai une situation, une grosse. » Un silence lourd s'installa à l'autre bout de la ligne. « Combien grosse ? » « Assez pour enterrer une ville entière. » Les mots tombèrent, durs comme des pierres. La police locale est compromise. Tout est profond, structuré. J'ai des preuves physiques, et un emplacement précis. Il entendait presque les engrenages tourner dans l'esprit méthodique de Jason. Tu es en sécurité ? Négatif. Je crois que ma couverture est grillée. Il faut que je te transmette tout ça. Non, heure et lieu, répondit Jason, sa voix redevenue celle du soldat. Tony lui donna les coordonnées d'un ancien poste forestier abandonné, à 2 heures de route. Un endroit oublié de tous, qu'il avait repéré sur une carte. À l'aube. Viens seul. Reçu. Reste hors du réseau, et Tony ? Oui. Reste en vie. Le clic sec du combiné résonna dans le silence. L'appel était fait. Il lança le téléphone dans les bois et remonta dans le camion. Le moteur rugit. La course commençait. Le chasseur devient la proie. Il conduisait avec calme, mais ses yeux guettaient sans cesse les rétroviseurs. Les 20 premières minutes furent tranquilles, la route serpentait entre les collines baignées d'une lumière dorée. Puis, dans une longue courbe, il la vit. Une camionnette verte, de celles qu'on utilise pour transporter du fourrage. Même modèle, même teinte que celle garée derrière l'épicerie d'Abernathy. Elle gardait la même distance, régulière, presque trop parfaite. Pas de dépassement, pas de recul. Une ombre fidèle. Tony sentit la vérité lui mordre l'estomac. Ce n'était pas une coïncidence. Abernathy, la radio, la mine, il savait. Il le traquait. Le réflexe prit le dessus sur la peur. Son esprit glacial, discipliné, analysait, s'il le suivait, c'est qu'il ne voulait pas le tuer tout de suite. Il voulait savoir où il allait. Donc, il y aurait une embuscade quelque part devant. Il visualisa la carte dans sa tête, un grand carrefour plus loin, où la route d'État croisait une route de comté. L'endroit parfait pour un barrage. Mais juste avant ce croisement, il se souvenait d'une autre voie, un ancien chemin forestier, à peine visible, coupant droit dans la montagne. Dangereux, chaotique, peut-être infranchissable, mais c'était sa seule issue. Il garda sa vitesse constante, feignant l'indifférence. Il devait les laisser croire qu'ils fonçaient droit dans leur piège. Le soleil descendait, projetant de longues ombres violettes sur l'asphalte. Ted, sur le siège passager, avait senti la tension. Le chien se redressa, muscles tendus, le museau collé à la vitre. Un grondement sourd monta de sa gorge. Tony serra le volant. À moins d'1 kilomètre du croisement. Ils tournèrent dans le dernier virage et tout bascula. Le cri du chien. Ted explosa. Ce n'était pas un simple aboiement, mais un rugissement furieux, presque humain, dirigé vers un massif d'arbres juste devant, à l'endroit même où le chemin forestier rejoignait la route. Il se jeta contre le tableau de bord, les crocs découverts, le corps vibrant d'une colère animale. Tony n'eut pas besoin d'en voir plus. Il lui faisait confiance plus qu'à n'importe quel homme. D'un geste brutal, il donna un coup de volant à droite. Les pneus hurlèrent. Le camion quitta la route dans un crissement de métal et de gravier, plongeant sur la piste défoncée. Des branches fouettèrent la carrosserie, raclant la peinture dans un vacarme infernal. La suspension gémissait, les roues patinaient dans la boue, mais Tony tenait bon, le pied vissé sur l'accélérateur. Dans le rétroviseur, il aperçut fugitivement 2 silhouettes sortir des bois, fusil à la main, figées de stupeur. Leur piège venait de se refermer, sur le vide. La camionnette verte tenta de suivre, mais manqua le virage, elle glissa, dérapa, et disparut derrière un nuage de poussière. Tony poussa encore plus loin, les muscles tétanisés, la mâchoire serrée. Le sentier était un gouffre de chaos, ornières, racines, flaques noires comme l'encre. Un dernier virage, un dernier sursaut de la machine, et enfin le silence. Il coupa le moteur. Le calme tomba d'un coup, lourd,
presque sacrée. On n'entendait plus que le tic-tac du moteur refroidissant, et la respiration haletante du chien. Tony resta là un instant, les doigts crispés sur le volant, le cœur battant à tout rompre. Puis il se tourna vers Ted. Le chien haletait, les yeux écarquillés, mais vivant. Tony passa une main tremblante sur sa nuque, puis le serra contre lui, le visage enfoui dans son pelage trempé de sueur et de terre. « Tu l'as fait, mon vieux, tu nous as sauvés. » Sa voix se brisa. Ted répondit par un gémissement doux et un coup de langue frénétique sur sa joue. À cet instant, Tony sut que leur lien n'était plus seulement celui d'un maître et de son chien. C'était une alliance née dans le feu, une fraternité silencieuse, une confiance absolue entre deux êtres qui venaient de traverser la mort ensemble et d'en revenir. Ils avaient survécu. Mais la guerre n'était pas finie. L'aube des témoins. Quand il atteignit enfin le vieux poste de Rangers, le monde avait pris cette teinte irréelle de gris et de mauve que porte la nuit juste avant l'aube. Une brume épaisse rampait sur le sol, avalant chaque bruit. Il coupa le moteur. Le silence fut total. Tony était vidé, brisé de fatigue. Ses muscles hurlaient, son esprit vibrait d'adrénaline. Mais il resta vigilant. Il attendit, Ted à ses côtés, les yeux fixés sur la route noyée de brume. Le temps sembla se dilater, suspendu dans l'entre-deux du jour et de la nuit. Puis, dans la brume, deux faisceaux de phare jaillirent, tranchant le voile blanc. Une berline noire s'arrêta. Un homme en sortit. Grand, élancé, regard acéré. Même sans l'uniforme, Tony l'aurait reconnu entre mille. Jason. Il portait une simple veste, un jean, mais chaque mouvement trahissait la maîtrise d'un professionnel, la vigilance d'un prédateur calme. Il s'avança sans un mot. Tony descendit à son tour, tenant entre ses mains la boîte métallique. « Tu as une sale tête », dit Jason d'un ton bas et grave. C'était tout ce qu'il permit à la nostalgie. « Longue nuit », répondit Tony. Il posa la boîte sur le capot de la berline et l'ouvrit. La lumière froide du matin fit briller le contenu, un médaillon terni, une plaque de mineur, une carte à noter. Des fragments d'un monde perdu, témoins d'un passé qui refusait de mourir. Tony parla, lentement, posément, comme un soldat rédigeant un rapport avant la fin. Il raconta tout, la mine, le laboratoire clandestin, l'ampleur de l'opération, la complicité du shérif Billy, et la voix à la radio celle de l'homme le plus respecté de la ville, Abernathy. Jason écoutait sans bouger, les yeux rivés sur les objets, son visage impassible. Il prit le médaillon, lut les initiales gravées, LS. Un éclat sombre passa dans son regard. « On saura qui il était », murmura-t-il. Et dans cette phrase, Tony entendit la promesse silencieuse d'une justice à venir. Une promesse faite entre deux hommes fatigués, usés, mais pas brisés, porteurs d'une vérité que personne ne pourrait plus enterrer. Il regarda Tony, et dans ses yeux, Tony vit cette résolution implacable propre aux hommes décidés à aller jusqu'au bout. « Tu as bien travaillé », dit-il d'une voix ferme. « Maintenant, laisse-nous prendre le relais. Rentre chez toi, verrouille ta porte et ne bouge plus. C'est notre combat, à présent. » Tony obéit sans discuter. Les 2 jours qui suivirent furent un long brouillard d'attente et d'angoisse. Il resta cloîtré dans sa cabane, le monde extérieur lui paraissant irréel, comme s'il appartenait déjà à un autre temps. Puis, au matin du 3e jour, il entendit un son lointain, d'abord confus, puis reconnaissable, le battement régulier d'hélicoptères. Il sortit sur le perron. Dans le ciel gris perle, 3 silhouettes noires volaient bas, rapides, contournant les crêtes en direction de la mine de Blackwood Ridge. La cavalerie était arrivée. Ce soir-là, une édition spéciale interrompit les programmes locaux. L'annonce tomba comme un coup de tonnerre, une opération fédérale d'envergure, menée par plusieurs agences, avait mis au jour un vaste réseau de fabrication de drogue installé dans une ancienne mine de charbon. La voix de la présentatrice tremblait sous une maîtrise professionnelle. Les images défilaient, le shérif Billy, le visage figé dans une stupeur incrédule, menotté et escorté par des agents, plusieurs de ses adjoints arrêtés à leur tour, puis la scène qui fit frémir tout le comté et Monsieur Abernathy, le commerçant affable du magasin général, le visage blême, abasourdi, qu'on poussait à l'arrière d'un véhicule fédéral. Le reportage précisa que si la cellule locale avait été démantelée, le chef présumé du réseau, identifié seulement par des comptes offshore et des communications cryptées, avait probablement échappé à la capture. La justice avait frappé, mais la plaie restait ouverte. Une semaine plus tard, Tony se rendit à Harmony Creek. L'atmosphère avait changé du tout au tout.
La chape de silence tendue qui pesait sur la ville s'était brisée, remplacée par un tourbillon de murmures, de rumeurs et de conversations fiévreuses. On se regroupait sur les trottoirs, dans les allées du magasin désormais scellées par les autorités, échangeant à voix basse des bribes d'histoire. C'était tout un village qui se réveillait d'un cauchemar collectif, cherchant à comprendre comment le mal avait pu se glisser si profondément parmi eux. En marchant le long de la rue principale, Tony sentit les regards. Certains détournaient les yeux, honteux, méfiants, d'autres, au contraire, le saluaient d'un hochement de tête lent et solennel. Il était l'étranger qui avait osé mettre au jour le poison qu'il n'avait pas voulu nommer. Mais une dernière tâche l'attendait. Il prit la route du vieux domaine de Walter. L'homme était dehors, fendant du bois d'un geste mécanique, presque rituel. Lorsqu'il aperçut Tony, il leva la tête, dans son regard, cette fois, il n'y avait ni défiance ni colère, mais une lassitude ancienne, celle d'un cœur vidé par trop d'années de deuil. « J'ai entendu dire que c'était toi », murmura Walter d'une voix rauque. Tony s'approcha lentement. « Je suis désolé d'avoir pénétré sur vos terres, dit-il simplement. J'ai cru que vous faisiez partie de l'affaire. » Walter laissa échapper un rire bref, sans joie. « Partie de l'affaire ? Ils m'ont pris mon fils. » Il posa sa hache contre le billot. « C'était un bon garçon, reprit-il. Il travaillait à la mine, du temps où elle tournait encore, en 1989. Il avait commencé à remarquer des choses étranges, des hommes qui entraient et sortaient du vieux puits sur la crête à des heures impossibles. Il a posé trop de questions. Son regard se perdit au loin, comme happé par un souvenir qu'il aurait voulu effacer. Un jour, il n'est jamais rentré. On m'a parlé d'un éboulement. On n'a jamais retrouvé le corps. J'ai su tout de suite que c'était un mensonge. » Ses yeux se tournèrent de nouveau vers Tony, brillant de larmes contenues. « Je vis à côté de sa tombe depuis plus de 30 ans. Ma colère, ce n'était pas contre toi, c'était contre ce monde pourri qui les a laissés faire. Tout ce que je voulais, c'était qu'on me laisse seul avec mes fantômes. » Tony baissa la voix. « Ils ont trouvé des restes dans la mine. La DEA procède aux identifications. Le nom sur le médaillon, LS, c'était lui. » Walter hocha lentement la tête. « Leonard Schofield, murmura-t-il. Le meilleur ami de mon fils. Un brave homme. Il avait une petite fille. Ils restèrent là un long moment, côte à côte, sans parler. Deux hommes que la vie avait séparés, réunis pour un instant par une peine partagée, par le deuil des innocents qu'ils n'avaient pas pu sauver. « Merci, » dit enfin Walter. « Merci de leur avoir rendu une voix. » Quand Tony regagna sa cabane, le soleil déclinait derrière les crêtes, drapant les montagnes d'une lumière dorée et douce. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit en lui un apaisement véritable. Ce n'était pas ce silence fragile qu'il avait cherché, celui qui noie les souvenirs et les fantômes. C'était un calme différent d'un silence vivant, mérité, né du devoir accompli. Il sortit de sa poche la vieille photographie de LS et de sa fille. Il se souvenait du camarade qu'il n'avait pas pu sauver, des ordres mal compris, des cris étouffés dans la poussière et le feu. Ce poids l'avait poursuivi, l'avait enfermé dans un exil volontaire, persuadé que la solitude pourrait laver sa faute. Mais en cherchant justice pour ce mineur oublié, en remettant ses compétences d'ancien soldat au service de la vérité, il avait découvert un autre chemin, celui de la rédemption. Il n'avait pas trouvé la paix tranquille qu'il croyait vouloir, il avait trouvé mieux, la consolation. Celle qui naît de l'action, du courage, du choix d'honorer les morts en protégeant les vivants. Tony glissa la photo dans la boîte métallique, aux côtés du médaillon et de la carte. Il confierait le tout à Jason, pour que ces reliques trouvent leur chemin jusqu'à la petite fille au ruban dans les cheveux devenue, avec les années, une femme portant en elle une histoire qu'elle ignorait encore. Il sortit sur le perron. Ted, fidèle compagnon, vint s'asseoir à ses côtés, posant la tête sur son genou. Ensemble, ils contemplèrent l'immensité tranquille des montagnes. Le monde restait dangereux, le véritable cerveau du réseau courait toujours. Mais, pour la première fois depuis bien longtemps, Tony se sentait prêt. Il n'était plus un homme en fuite. Il était un gardien. Et il était enfin chez lui. Les plus grandes leçons de la vie ne naissent pas du tumulte du monde, mais du silence loyal d'un ami qui marche à nos côtés dans nos vallées d'ombre. Le lien entre un être humain et son compagnon à quatre pattes a ce pouvoir mystérieux de réparer ce que la douleur a brisé. Il nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans l'invulnérabilité, mais dans le courage de faire confiance à nouveau, d'aimer malgré tout. Et si cette histoire de fidélité et de courage tranquille a touché ton cœur, partage-la.
Peut-être qu'à ton tour, tu porteras la lumière d'un lien indestructible, celui d'une âme humaine et d'un ami silencieux, qui veille, simplement, par amour.